ou de vous découvrir pour ceux qui ne me connaissaient pas encore. Donc pour ce nouveau webinaire de rentrée, dédié effectivement à l'intelligence artificielle en RH. Ça va être quelque chose d'assez passionnant à explorer tous ensemble. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est à la fois pour moi une opportunité, des défis à relever. Donc, je l'ai tourné vers quelque chose. Alors, je suis extrêmement toujours très positive dans ce que je dis, et donc je l'ai forcément tourné dans cette optique. Donc voilà, c'est ce que je vous ai en tout cas, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Essayer de vous montrer un petit peu comment l'IA peut vraiment révolutionner le secteur RH. Je suis partie sur 3 thématiques principales, le recrutement, la gestion de talent et la formation, pour voir comment ça peut être effectivement utilisé au quotidien. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas encore, donc moi, je suis Amélie Favre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management qui comprend plusieurs marques commerciales. La première, c'est Madircom, qui est un recrutement de conseiller RH et de marque employeur. Donc, c'est Pin My Career qui intervient dans les écoles de commerce comme aujourd'hui auprès des étudiants et des alumni pour parler de plein de sujets à la fois d'employabilité, de management et autres. On a également la marque Boost Me Up qui accompagne les plus de 45 ans vers le retour à l'emploi et on fait également du coaching en développement personnel et professionnel. À côté de ça, je suis également influenceuse B2B sur LinkedIn, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à promouvoir des produits et des services. Et dans ma vie de tous les jours, je suis aussi famille d'accueil pour des petits chats et chatons abandonnés dans la rue. Voilà, c'est aussi, ça fait partie de mes petites valeurs. Alors, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, donc on a 1 heure et demie ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse aussi interagir les uns avec les autres, on puisse échanger, partager nos points de vue, voir si vous, c'est des choses que vous avez déjà vues dans votre entreprise, peut-être l'utilisation de l'IA. Donc, c'est vraiment d'aller découvrir comment l'IA est appliquée aux ressources humaines, les opportunités qu'elle peut offrir justement dans ce cadre-là, les défis que ça pose, parce que forcément, j'ai relevé plein de questions que l'on peut avoir au sein de son entreprise, même à titre perso, et comment on peut arriver à incorporer un peu plus d'IA dans son organisation, qu'on soit un entrepreneur, une TPE, une PME ou un grand groupe. L'idée, c'est que tout le monde puisse, que ce soit à portée de main d'un maximum de personnes. Donc, on va commencer par la partie comprendre l'IA. Déjà, qu'est-ce qu'une IA? Parce que c'est quand même important de mettre une définition assez explicite. Donc, en termes simples, c'est clairement la capacité d'une machine à imiter les processus cognitifs humains. Donc, on a les systèmes classiques qu'on connaît tous de programmation qui vont suivre des instructions qui sont précises. L'IA, elle va pouvoir apprendre à partir des données. Elle va pouvoir apprendre à analyser ces données et elle va aussi apprendre à prendre des décisions en fonction de ces analyses. Donc, on a à la fois le côté IA et le côté AA, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et l'IA peut du coup s'adapter et évoluer avec son temps. Donc là, on est même sur de l'AAA, donc la partie automatisée, l'apprentissage automatisé, où l'IA continue à apprendre par elle-même. En RH, on compare souvent l'IA à un assistant virtuel qui peut, quand on parle d'IA en RH, tout de suite, on va dire qu'il va trier, analyser et évaluer, par exemple, les CV dans un premier temps. Mais il peut aussi faire ça avec de la donnée des collaborateurs et il peut aussi analyser la performance des collaborateurs, et que ce soit anciens ou actuels, pour pouvoir faire de la projection en termes de KPI et potentiellement de productivité au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant. Donc ça, toutes ces informations que l'IA va brasser au sein d'un service RH, ça va permettre de prendre de meilleures décisions, ce qui normalement est là pour simplifier vraiment le process RH et qui va permettre, si tout va bien, d'obtenir des meilleures performances globales pour l'entreprise. Et donc, ça va être là tout l'enjeu de l'IA au sein des services RH. Et parce que typiquement, l'IA est là vraiment pour apporter une simplification. Pour moi, alors c'était rigolo parce que quand Alex a partagé le sujet sur LinkedIn, on n'était pas tous d'accord sur l'utilisation de l'IA, et c'est ça qui est passionnant, c'est de le voir plutôt d'un point de vue positif plutôt que d'un point de vue négatif, c'est-à-dire que l'humain va pouvoir se concentrer sur ce qui
sur là où il y a sa valeur, c'est-à-dire sur les échanges, sur le relationnel, et il va laisser à la data, à l'IA, l'analyse, l'extraction de tout ce qui est chronophage en termes de temps, clairement. Donc c'est ce qu'on cherche en tout cas avec l'IA. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment voilà, la petite information juste de base pour vraiment démarrer avec tous la même définition d'IA. Donc comme je vous disais, on va partir sur 3 thématiques. On aurait pu en faire plein d'autres, mais là, il nous aurait fallu la journée. On est vraiment parti sur le côté recrutement, gestion des talents et formation, parce que ça impacte énormément, que ça joue aussi sur à la fois le côté humain. Dans la partie RH, on a de l'humain tout le temps. Mais quand on parle de IA et de recrutement, forcément, il y a beaucoup de levées de boucliers, de gestion de talent et même de formation. Ça peut poser beaucoup de questions. Il y a notamment, et vous allez voir, j'ai basé beaucoup de mes exemples sur ces entreprises. En 2021, 72% des grandes entreprises ont utilisé l'IA pour améliorer leur process de recrutement. Donc, ce qui reste quand même énorme. Ça, c'est une enquête d'IBM qui a sorti ça. Amazon, on le sait tous, a adopté l'IA pour trier les CV. Bien ou pas bien, on va voir qu'il y a eu aussi des petits loupés auprès de pas mal d'entreprises. Et donc, c'est forcément une transition qui va s'amener de plus en plus auprès des entreprises, parce que ça permet vraiment de réduire le process de recrutement. Typiquement, chez Amazon, ils l'ont réduit de 3 semaines à seulement 1 jour, ne serait-ce que pour trier les CV qu'ils reçoivent. Et quand on sait que du Google France ou du L'Oréal France reçoivent plus de 2 millions de CV par an, avoir une IA qui permet de trier les CV, ça fait quand même gagner énormément de temps. En gestion de talent, l'IA, elle est également utilisée, et il y avait une enquête qui avait été réalisée par Deloitte qui avait démontré que 56% des entreprises ont déjà mis en place des outils d'IA pour analyser les compétences de leurs collaborateurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus d'une entreprise sur 2 utilise déjà de l'IA pour analyser les compétences. C'est-à-dire qu'en interne, en théorie, je dis toujours bien en théorie, grâce à l'IA, on peut faire une meilleure gestion des compétences et des talents que l'on a au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, normalement toujours, doit amener de la plus-value et doit faciliter les parcours de carrière. Donc demain alors c'est vrai que je vous ai pas demandé si vous étiez plutôt RH, manager, chef d'entreprise, mais ça va forcément avoir un impact dans votre quotidien et au sein de votre entreprise. N'hésitez pas à interagir pendant le live. De me couper, parce que alors moi, sinon j'enchaîne, je suis une vraie passionnée du sujet. Voilà, si vous voulez rebondir sur ce que je dis par moment, n'hésitez surtout pas. Et concernant la formation professionnelle, donc la 3e partie, c'est aussi quelque chose qui est précieux pour l'ensemble des collaborateurs et aussi pour les entreprises. On a notamment eu une enquête de McKinsey sur l'utilisation de l'IA et qui indiquait que pour personnaliser la formation, le fait d'avoir personnalisé la formation grâce à l'IA avait augmenté l'efficacité de l'apprentissage de plus de 30% en moyenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait eu d'autres enquêtes là-dessus qui montraient que très souvent dans les entreprises, lorsqu'un service RH ou un manager proposait une formation aux collaborateurs, la formation, soit elle arrivait trop tard, soit elle arrivait trop loin dans le temps, soit elle n'était pas formulée comme il fallait et que du coup le collaborateur n'avait pas le temps, au vu de tout ce qu'il devait faire, de pouvoir partir en formation, ou bien la durée de la formation ne convenait pas, le rythme non plus ne convenait pas. Donc il y a très souvent des loupés de ce point de vue-là en termes de formation. Très souvent, c'est surtout qu'on fait une demande de formation et on a la formation 6 mois ou 9 mois plus tard. En 6 à 9 mois plus tard, on a eu le temps de se former par soi-même avec les outils digitaux que l'on connaît aujourd'hui et qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc, il y a tout ça que l'IA, normalement, peut, avec plein d'outils, je vous partagerai aussi des listes, des fichiers de logiciels qu'utilise l'IA en RH qui permettent justement d'accélérer, de se dire, OK, on sait que tel collaborateur travaillant dans tel domaine va avoir besoin de se former dans pas longtemps sur tel sujet. Donc, on anticipe le besoin de formation pour qu'il arrive vraiment au bon moment. Netflix, c'est un exemple assez marquant qui utilise l'IA pour personnaliser la formation de ses employés. Et très clairement, ça a augmenté la productivité de plus de 15%. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments qui sont très importants. Donc, on le voit aujourd'hui, l'IA est déjà très largement utilisée dans le domaine des ressources humaines, que ce soit dans le recrutement, la gestion des talents et la formation. Ça montre à quel point ça va
rendre encore plus efficaces les process RH, et que ça doit aussi permettre une meilleure qualité, une meilleure prise de décision, pour les services RH ou pour toutes les personnes, toutes les parties prenantes dans ce genre de choses et voilà, c'est en tout cas là-dessus qu'on va se plonger en profondeur, sur chacun de ces domaines, pendant ce webinaire. J'espère que ça vous convient. Let's go. Alors, les opportunités offertes par la partie recrutement assisté par l'IA. On va commencer par un petit jeu. Vous allez pouvoir soit me répondre à l'oral, soit me répondre directement dans le chat. Je vous ai mis 3 phrases et 3 chiffres à côté. Il faut arriver à me dire le 76%, est-ce qu'il correspond par exemple à la phrase A, B ou C, d'après vous. Selon une analyse de PwC, l'utilisation de l'IA dans le recrutement peut réduire de moitié le temps de traitement des candidatures et réduire les coûts de recrutement de combien? Est-ce que c'est 76%? Est-ce que c'est 56%? Ou est-ce que c'est 30%? D'après vous, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Après vos idées. Alors, Béatrice se lance avec 51%. Ah, il y en a qui trichent, qui me mettent 2 chiffres. Non, il n'y a qu'une phrase. 30%, 51, B, 51. OK. Et ben en fait, selon cette analyse, ça réduit le coût de recrutement de 30%. Donc, c'est le troisième chiffre qui correspond au A. Si on prend l'étude LinkedIn, selon une étude LinkedIn, combien de pourcentage de professionnels des RH estiment que l'IA est une tendance importante dans le recrutement? Donc, une étude qui a été faite par LinkedIn auprès des professionnels RH. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste 76% ou 51%. Donc là, tout le monde se jette sur le 76%. Certains me remettent le 51% en me disant il va bien tomber le 51% à un moment donné. C'est pas faux. Bon, la majorité l'emporte. Effectivement, on est sur 76% selon cette étude LinkedIn, où effectivement l'importance de l'IA dans le recrutement. Et enfin, l'enquête de Deloitte, donc là, sans surprise, on est sur les 51%, parce que c'est le dernier chiffre qui nous reste, donc a révélé que 51% des entreprises utilisent déjà l'IA dans leur processus de recrutement pour trier les CV, identifier les candidats prometteurs. Donc des fois, selon les enquêtes, ils ont des petits chiffres qui divergent, mais on est quand même déjà sur pas mal d'entreprises qui l'utilisent au quotidien. Je vous mets effectivement, j'enverrai à Alix, de toute manière, vous avez la presse, et je vous remettrai s'il faut un petit doc avec les liens de toutes les enquêtes, parce que c'est vrai que c'était assez passionnant de tout avoir. Et puis c'est important. Pour accompagner ça, on va partir sur l'exemple d'Amazon, parce que le recrutement assisté par l'IA avec Amazon, c'est forcément l'une des entreprises, j'ai envie de dire, les plus emblématiques du commerce électronique, qui ont adopté l'IA pour analyser d'énormes volumes de données de recrutement. Il y a eu, grâce à l'IA, une augmentation de 45% des embauches réussies. Donc, c'est quand même plutôt des bons chiffres. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amazon a mis en place un système d'IA assez sophistiqué, même s'il y a eu des petits problèmes au départ, qui transforment la manière dont ils ont géré tout leur process de recrutement. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est l'analyse des CV. Donc, l'IA analyse en profondeur les CV des candidats, va extraire des informations sur leur expérience professionnelle, sur leurs compétences et sur leurs qualifications. On verra après comment c'est véritablement possible et est-ce qu'il n'y a pas des biais aussi qu'il faut essayer d'éviter dans ce cadre-là. Ensuite, il y a toute la partie de comparaison avec les exigences du poste, c'est-à-dire que l'IA va comparer ces données qu'elle a extraites du CV avec les exigences du poste, c'est-à-dire elle va examiner les critères tels que les compétences techniques, l'expérience pertinente, la localisation aussi géographique. C'est l'humain qui au départ détermine quels sont ces critères qui sont importants. Donc il y a toujours ce côté humain et c'est là où le biais peut aussi se positionner en RH, c'est quand c'est l'humain qui intervient pour déterminer les critères qui sont importants. Et on verra, je tape sur mon micro, on verra par la suite comment on peut justement éviter l'ensemble de ces biais
humain pour qu'il il ne rebascule pas sur les biais technologiques de la machine. Et après, il y a toute cette partie présélection qui est forcément automatisée. Sur la base de cette analyse, donc des infos du CV et des exigences du poste, l'IA va effectuer une présélection des candidats les mieux qualifiés d'après elle pour le poste. Donc, ça va forcément réduire la charge de travail des recruteurs humains, c'est-à-dire qu'au lieu de passer des heures et des heures à lire des CV et analyser des profils LinkedIn, ça va aller beaucoup plus vite, qui, eux, du coup, vont pouvoir se concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques, que ce soit appeler les candidats, faire des entretiens exploratoires, faire passer des entretiens tout court, analyser. Alors, on part toujours du principe que dans ces cas-là, ils arrivent à faire des entretiens aussi de qualité et pas juste des entretiens avec des questions lambda. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que Amazon, parmi d'autres entreprises, ont réussi par ça à accélérer leur process de recrutement, à améliorer aussi la qualité des embauches parce qu'ils ont réussi à réussir un matching qui fait que les candidats sélectionnés sont mieux adaptés au poste et correspondent aussi étroitement aux besoins de l'entreprise par rapport aux compétences, par rapport aux soft skills recherchés. Et ça a forcément, assez logiquement, un impact sur la performance globale de l'entreprise. C'est-à-dire que plus on recrute les bonnes personnes au bon poste, et bien plus c'est facile aussi d'avoir des collaborateurs performants. Donc derrière, quand on est dans un service RH, c'est à dire le coût de l'IA, c'est aussi le temps gagné sur on va dire entre guillemets la durée de vie d'un collaborateur dans une entreprise, qui est aujourd'hui bien loin d'être des 20 ans d'antan. On est plutôt sur du 3 à 5 ans. C'est aussi éviter énormément de taux de turnover. On va le voir sur d'autres types d'entreprises où ils ont calculé le taux de turnover, que ça diminuait grâce à l'utilisation de l'IA, c'est-à-dire que les erreurs de recrutement liées souvent à des erreurs humaines, toujours, et c'est comment l'IA peut arriver à réduire ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Je check le chat. Béatrice qui me demande, sur la partie recrutement, c'est l'aspect candidat recherche d'emploi qui m'intéresse. À faire pour s'assurer que notre CV, effectivement Béatrice, je crois que c'est CV Reader ou quelque chose comme ça, qui permet justement de vérifier le problème. Alors, il peut te dire si ton CV va passer le barrage de certains ATS, donc Applicant Tracking System, qu'utilisent certains recruteurs, mais comme chaque IA est différent, et en fait, le site, lui, se base que sur un certain type de logiciel de recrutement et pas forcément sur toutes les technos des logiciels. Ouais. Ce qui peut être... Excuse-moi, j'interviens juste parce que quand tu parles d'Amazon, c'est un cas qui m'est très proche parce que j'ai passé des entretiens pour Amazon Connect, donc la partie tech de Amazon, et j'ai positionné mon CV et j'ai toujours eu des retours négatifs en posant mon CV sur leur machine. Et en fait, je me suis fait dire que par recommandation, ça marchait beaucoup mieux. Et au final, effectivement, j'ai un employé d'AWC a passé mon CV au recruteur en direct. J'ai eu les entretiens et j'ai eu une offre d'emploi. Bon, il se trouve que je l'ai décliné parce que le salaire n'était pas bon, mais c'est juste, pour moi, c'est clairement quelque chose dans mon CV m'a fait éliminer dès le départ. Donc voilà, c'était pour illustrer un exemple. Finalement, ces IA, alors après, moi, je me positionne sur le marché, entre guillemets, senior. Je suis désolée, je suis une des vieilles promo 90. Mais c'est plus difficile pour nous qui avons des CV un peu à l'ancienne de savoir quelles sont les règles pour pas se faire éliminer bêtement au départ. On n'a pas toujours des gens à l'intérieur de la boîte qui peuvent pousser notre CV. Ouais, je suis totalement d'accord. Alors, c'est vrai que le CV par recommandation, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est de se dire, OK, par rapport à chaque type d'ATS, de logiciel qui existe, comment savoir si le CV passe? Aujourd'hui, il n'y a pas un outil magique qui permet de calibrer tous les logiciels et tous les robots existants pour dire, OK, ce CV passe là. Certains remontent énormément. Quand je discute avec les RH, c'est... quand on fait des CV des fois un peu trop graphiques, vous savez, quand on met, alors c'était la tendance à une époque de mettre ses compétences ou ses connaissances linguistiques simplement avec des petites étoiles ou des petites barres, ça le robot ne sait pas l'analyser, donc il ne sait pas mettre une compétence en face. Donc en fait,
Aujourd'hui, pour avoir un CV qui passe le robot, le meilleur CV, c'est le CV qu'on faisait autrefois, j'ai envie de dire, que j'ai fait moi dans les années 80-90, où en fait c'était le CV ultra classique, linéaire, pas forcément sur colonne. Et aujourd'hui, paradoxalement, c'est celui-là qui passe le mieux auprès des robots. Donc, moins il y a ce côté graphique ultra travaillé, plus c'est effectivement facile de passer les robots. Comme c'est mis là, voilà, les logos, ça ne fonctionne pas. Les images sur un CV ne sont pas prises par l'analyse. Donc, on peut pas, si vous mettez simplement le nom de l'entreprise en forme logo, ça ne fonctionnera pas. Donc, en fait, il y a tous ces petits éléments-là, les petits pictos qu'on va mettre pour dire qu'on est, je sais pas moi, expert sur tel logiciel, ne passeront pas. Donc, en fait, il faut en revenir à un CV classique, comme on faisait autrefois, parce que c'est peut-être ceux-là qui fonctionnent aujourd'hui le mieux auprès des robots. Après, moi je le fais souvent avec les étudiants quand on fait des formations sur le sujet, c'est qu'on utilise ChatGPT. Simplement, on prend l'offre d'emploi de l'entreprise, on prend le CV de la personne, on les passe dans le ChatGPT, on lui demande de nous faire des recommandations sur les verbes d'action, sur les mots-clés à utiliser pour que le CV corresponde le plus possible à l'annonce. Et donc ça, c'est une technique qu'on utilise de plus en plus pour justement faire en sorte que quand le robot va lire le CV, il va retrouver les mots-clés de l'annonce, il va retrouver le style de l'annonce et donc va potentiellement faire en sorte qu'il y ait un meilleur matching. Et puis en même temps, ChatGPT va pouvoir faire des recommandations en disant, voilà, au vu de votre profil, il manque peut-être telle information pour passer l'entretien, l'entreprise demande telle chose, vous ne l'avez pas indiqué sur votre CV, et donc on va pouvoir te dire, tiens, si vous pouvez améliorer votre CV sur ce biais-là. Le problème toujours de l'IA, j'ai envie de dire, c'est que c'est un robot qui va analyser un CV, donc on est toujours sur, pour obtenir un entretien, on doit passer par une analyse de CV. Aujourd'hui, il y a des RH des plateformes comme PeopleIn qui lancent des recrutements sans CV pour ne recruter que par les compétences et pas par cette capacité qu'a l'humain, accompagné ou pas de l'IA, de rédiger un CV, parce que tout le monde n'a pas cette facilité d'écrire un CV correctement avec les bons mots-clés, avec les bonnes phrases et de pouvoir l'adapter à chaque fois qu'on envoie une annonce. Donc, il y a aussi cette difficulté-là que beaucoup de personnes rencontrent et qui est tout à fait normale. Puisqu'on va utiliser de plus en plus d'IA, il faut que le CV colle à ce que demande l'IA. Parce que typiquement, pour toi, Béatrice, tu vois, tu as passé en passant par quelqu'un, tu as réussi les entretiens. Donc, ça veut dire que ton discours collait aux besoins de l'entreprise, mais pas le CV. Ça soulève plein de questions, hein, c'est ça qui est magique dans cette partie recrutement. Je sais que quand on se retrouve entre RH, on peut en parler pendant une journée pleine pour échanger tous ces sujets sur comment on fait pour laisser la chance aux personnes qui peut-être ne sont pas bons pour faire un CV, ne savent pas comment se valoriser, ne savent pas quels mots-clés utiliser, et pour qu'ils arrivent quand même entre les mains du robot recruteur. Donc c'est, est-ce que en amont, lorsqu'on va faire des tests techniques avec l'IA, il faut aussi lui, parmi toutes ces rotations de tests, montrer à l'IA qu'il faut qu'elle aille chercher plus loin que le CV et qu'elle arrive à lire peut-être entre les lignes. Donc, c'est lui apprendre à lire entre les lignes pour arriver à décrypter les parcours des gens. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait un humain derrière qui ait cette capacité pour l'enseigner à la machine. C'est un sujet passionnant. Moi, j'adore. Merci. De rien. Alors, du coup, effectivement, comme on disait, ça soulève les questions. Comment l'IA peut-elle améliorer la qualité des embauches en analysant uniquement les CV parce que justement, l'IA ne se limite pas à analyser que les CV. Potentiellement, chez Amazon, les systèmes d'IA utilisés dans le recrutement, ils vont aussi analyser plein de données comme les expériences passées, ça c'est sur le CV, les compétences, les réalisations, mais ils vont aussi aller chercher sur les profils publics, donc typiquement sur de LinkedIn. Bon, après, si on a d'autres profils publics, ils vont aussi potentiellement aller fouiller. Donc après, se pose la question aussi de la RGPD et des données personnelles qui vont être collectées et ce que l'entreprise va en faire. Et du coup, cette analyse, elle peut aussi être plus approfondie que juste un recruteur humain qui n'aura peut-être pas le temps de faire le tour de tout ça. Il y a l'utilisation des données historiques, et c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est comment l'humain va alimenter cette donnée historique. C'est-à-dire que l'IA va trier par rapport à la performance des employés pour établir un modèle prédictif. Il y avait un logiciel, j'ai oublié son nom,
qui faisait ça dans le recrutement, c'est-à-dire qu'il analysait tous les CV qui étaient sur les bases données et sur les job boards, notamment sur LinkedIn, et qui disait, bah voilà, les profils qui restent X années, qui viennent de ce parcours, qui ont cette formation, qui ont ce type d'expérience, généralement restent en poste au 3, 4, 5 ou 10 ans. Et donc, il nous envoyait des alertes en disant, ce candidat a le profil que vous recherchez, ça fait X années qu'il est en poste, potentiellement, il y a une prédiction du fait qu'il va avoir envie de bouger vers autre chose. Donc, vous pouvez aller le titiller pour voir si il a envie de bouger. Donc ça, c'était assez sympa aussi. C'était Yatedo, mais ils ont changé de nom. Il s'appelait Yatedo avant, mais il faut que je retrouve le nouveau nom. Et donc, en fait, l'IA, elle va identifier toutes les caractéristiques des parcours qui ont traditionnellement, j'ai envie de dire, conduit à de bonnes performances dans l'entreprise. Donc, elle va analyser les candidats, les salariés présents, les salariés qui ne sont plus dans l'entreprise. Elle va analyser leur parcours, leur formation et va détecter qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné. Et donc, à partir de là, elle va pouvoir cibler d'autres candidats potentiels qui ont justement cette capacité à réussir à ce poste, même si elles n'ont peut-être pas la formation ou l'expérience requise, mais parce que au sein de l'entreprise, on a démontré qu'avec ce type de parcours, on pouvait aussi s'adapter peut-être à différents types de métiers. Et donc, c'est ça aussi qui va rendre normalement l'IA meilleure. L'atténuation des biais. Avec l'IA n'est forcément pas à l'abri des biais que l'on connaît. Pourquoi ? Parce que les concepteurs d'algorithmes doivent aujourd'hui travailler énormément pour atténuer ce problème. L'objectif, ça va être justement d'ajuster un peu ce modèle pour s'assurer qu'il ne favorise pas indûment certains groupes de candidats. On l'a vu sur Amazon où il y a eu des couacs, mais sur plein d'autres aussi que je vais vous montrer après. Parce que comme c'est un humain qui rentre des critères dans la machine, s'il ne rentre pas les bons critères ou s'il ne fait pas attention parce que lui-même, il a des biais humains inconscients, et la machine, elle ne va pas être capable de les supprimer. Donc, c'est comment je vérifie que ce que rentre l'humain n'est pas plein de biais et comment je fais en sorte aussi pour former ma machine à atténuer ces biais. Peut-être qu'à un moment donné, toujours à force de ces rotations d'apprentissage, je peux montrer à ma machine qu'à un moment donné, elle doit faire attention à certaines choses. Donc, il y a énormément de données à intégrer qui sont chronophages et qui nécessitent une énorme vérification et qui nécessitent toujours une vérification humaine. Donc, c'est entre guillemets ce qui peut rassurer souvent les détracteurs de l'IA, c'est qu'il y aura toujours besoin de cette vérification humaine pour s'assurer que tout va bien au niveau de l'IA. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont améliorées, mais il y a encore des choses qui sont en cours d'amélioration. Et comment l'IA, du coup, peut-elle prédire l'adaptation au poste ? Ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation des critères spécifiques. Donc, ça va évaluer les candidats qui sont en fonction de tous les critères qu'on a dit, que ce soit les compétences interpersonnelles, les antécédents professionnels, tout ce qui est les facteurs pertinents pour le poste. Ils vont aussi évaluer l'ajustement culturel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vérifier les valeurs des candidats, la personnalité, son style de travail, pour justement arriver à identifier les candidats qui s'intègrent bien dans l'équipe et dans la culture d'entreprise. Donc, comment ça s'est rendu possible ? On peut faire remplir des questionnaires et des sondages aux candidats. On peut analyser les médias sociaux. Donc, ça aussi, c'est dès lors que les profils publics des candidats sur les réseaux peuvent être analysés et peuvent capter des informations sur leur activité, c'est-à-dire sur quoi ils publient, sur quel type de groupe ils sont affiliés, les interactions en ligne. Donc là, ça ramène forcément tout le côté données personnelles, c'est-à-dire que ce que l'on publie dans la vie de tous les jours, en quoi ça va avoir un impact dans notre vie professionnelle. Mais en fait, l'IA peut analyser forcément tout ça pour avoir des indices sur la personnalité et la valeur. Typiquement, si l'IA fait un tour sur mon Twitter, X aujourd'hui, il va voir que je parle beaucoup de chats, que je critique des fois les transports en commun, RATP, machin, quand c'est en retard, que je parle de RH. Donc, il va facilement voir un petit peu les choses qui me tiennent à cœur. Et puis, il y a toute la partie entretien vidéo, analyse vocale. Il y a des systèmes d'IA qui sont capables d'analyser les entretiens vidéo pour justement évaluer les expressions faciales. Il y en a de plus en plus qui font ça, qui vont analyser le ton, qui vont analyser la voix, le langage corporel, les réponses aux questions. Donc là, on est vraiment sur une analyse synergologique. Et ces informations, elles peuvent être utilisées pour évaluer la
compatibilité avec la culture d'entreprise. C'est-à-dire, bah, tiens, quand un candidat me répond ça, je suis en train de me dire qu'il est en train de me mentir. Ah, bah tiens, tel candidat avait l'air d'hésiter, ça veut dire qu'il n'est pas sûr de lui. Voilà, on va toujours, quels sont les critères que l'humain va mettre derrière qu'il va falloir analyser. L'IA peut aussi analyser du texte, il peut, si, je sais pas moi, si sur un questionnaire, les candidats doivent répondre à l'écrit, et ben, il va détecter un peu des indicateurs de personnalité, de communication, de style d'écriture, si c'est pertinent pour l'ajuster à la culture d'entreprise. Et puis, bah, il va comparer tout ça avec les profils antérieurs qui ont réussi au sein de l'entreprise pour se dire est-ce que des personnes avec ce type de personnalité ont plus de chances de réussir dans l'entreprise ou pas. Et on met ça en lien forcément avec l'analyse des valeurs de l'entreprise. Parce que l'entreprise va déclarer les valeurs qu'elle a, les valeurs qu'elle recherche au sein de l'entreprise. Et si les deux sont alignés, bah, potentiellement, il y a un match et ça peut fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui sont proposées aujourd'hui par de nombreuses IA. Et puis, il y a le suivi de performance, parce qu'après l'embauche, l'IA va suivre les performances de tous les nouveaux employés et évaluer si les candidats qui ont été sélectionnés sur la base de certains critères se sont révélés être de bons choix. C'est-à-dire, on va se dire, OK, en ayant choisi, je sais pas moi, 5 ou 10 critères d'analyse de candidats, on a recruté ce pourcentage de candidats. Sur ce pourcentage de candidats, il y en a X qui sont restés dans la boîte et X qui sont partis. OK, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont partis. Et ceux qui sont restés, bah, du coup, combien de temps ils sont restés, et est-ce qu'on garde ces critères pour dire que ces critères sont bons, sont pertinents pour la suite des recrutements. Donc, normalement, il y a un process de qualité en continu qui doivent permettre d'ajuster constamment les critères de sélection par l'IA. Donc, il y aura toujours besoin d'humains. Donc ça, c'est vraiment sur la partie, voilà, le besoin de l'amélioration continue et d'améliorer la qualité des embauches, en automatisant, en objectivant forcément le process de sélection, parce qu'il faut qu'il y ait un résultat quand même positif, et qui permet d'identifier forcément les candidats les mieux adaptés au poste, pour recruter plus vite et pour éviter surtout les erreurs humaines potentielles. N'oublions pas que on a quand même aujourd'hui je crois que dans les derniers stats, c'était quand même un CDI sur 3 qui était arrêté pendant sa période d'essai. Donc, c'est quand même des stats qui sont importants. Et donc, c'est comment l'IA peut nous aider à éviter ça. Parce que ça coûte quand même de l'argent quand on a un collaborateur qui soit lui décide de partir ou que nous, on décide de faire arrêter. Donc, c'est toujours améliorer tout ça. Donc, ça, c'était vraiment sur la partie recrutement, les éléments importants. Sur la partie gestion du talent. Excuse-moi, j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que l'intelligence artificielle, elle est utilisée plutôt dans les petites boîtes ou plutôt les grosses boîtes? Parce que ça met beaucoup de temps pour mettre les critères en place, etc., de bien identifier les choses. Est-ce que du coup, ça vaut le coup pour les petites entreprises de mettre ça en place par rapport au temps? Et forcément, on n'a pas 2 millions de CV qui arrivent par jour, enfin par an, etc. Donc pour le peu de CV qu'on a, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ça en place? Alors aujourd'hui, toute taille d'entreprise peut utiliser de l'IA. Alors c'est sûr que très souvent, les grands groupes ont plutôt tendance à les développer en interne. Mais aujourd'hui, même une TPE, une PME peut tout à fait utiliser un logiciel qui, lui, intègre de l'IA. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de le développer elle-même en interne. Elle peut faire appel à un prestataire qui va lui faciliter la tâche en ayant déjà intégré un peu d'IA. Que ce soit ne serait-ce que pour le tri des CV, vous avez beaucoup de logiciels qu'on appelle les ATS qui vont vous permettre de suivre vos candidatures et qui, eux, vont vous aider à trier les CV avec des mots-clés. Donc, vous allez pouvoir intégrer des mots-clés et soit il y a un moteur de recherche classique, soit il y a une IA un peu plus travaillée. Donc ça, il y a plein de logiciels qui existent qui vont déjà permettre ce genre de choses. Et après, si l'objectif, c'est aussi de gagner du temps dans le process de recrutement, on n'a pas forcément toujours besoin d'une IA en tant que telle dans une TPE. On a peut-être juste besoin d'un process qui est un peu automatisé. Ça peut être le process automatisé pour les réponses aux candidatures, tout en les personnalisant un minimum, mais d'avoir la possibilité de répondre rapidement à des candidats. Donc ça, c'est pareil, il y a des logiciels qui existent qui permettent justement d'accélérer et d'automatiser certains process. Donc, on n'a pas forcément toujours besoin d'IA. L'IA peut être un plus, mais voilà, il faut toujours voir quel est le besoin de l'entreprise derrière pour savoir si oui ou non on va y mettre de l'IA ou pas.
En tout cas, on peut y mettre pas mal d'automatisation. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pareils pour automatiser qui sont assez magiques. Voilà, ça peut être déjà des premières étapes qu'on peut mettre en place. C'est réfléchir à son process de recrutement, se demander où est-ce qu'on veut gagner du temps ou potentiellement où est-ce qu'on en perd. Parce que quand on a un process de recrutement qui est trop long, et ben forcément, on perd des candidats qui partent ailleurs. Et ben, se dire, bah, tiens, où est-ce qu'on peut gagner du temps et de quoi on a besoin pour gagner du temps. Est-ce que c'est juste du temps homme qu'il faut qu'on concentre pendant un laps de temps, ou est-ce qu'on a besoin d'un outil d'automatisation, ou est-ce qu'on a besoin d'une IA qui nous accompagne. Voilà, c'est vraiment à chaque fois bien se poser toutes ces questions à chaque étape, mais dès la TPE, on peut utiliser de l'IA. Ok, merci. De rien. Sur la deuxième partie, donc la gestion des talents, pareil, on va commencer avec des petits chiffres, avec des petits jeux. Donc pareil, trois enquêtes, 3 chiffres. L'IA permet d'identifier les... j'ai laissé, il y en a où j'ai laissé les chiffres. Zut, sur le premier, j'ai laissé les chiffres de 20%. Ah, dommage, je me suis trompée. Donc, l'IA permet d'identifier les compétences clés des employés et les associer à des opportunités de croissance. Ce changement stratégique permet une réduction impressionnante de 20% du taux de rotation. Donc, si vous n'avez pas besoin de le deviner, je vous l'ai donné. Maintenant, on va voir pour les deux autres. Donc, pour l'étude de Korn Ferry, qui a révélé que combien de pourcents, donc du coup 83 ou 63, des organisations utilisent déjà l'IA pour soutenir le développement de leurs talents. Donc là, on est vraiment sur le développement des talents. D'après vous, d'après Korn Ferry, est-ce que c'est 63 ou 83 ? Alors, pour Geneviève et Mathieu, c'est 63. 63 aussi pour Béatrice. Vous êtes tous à 63. Personne ne veut tenter le 83. Eh bien, vous avez raison. C'est effectivement, je vérifie, mais normalement, c'est bien ça. Oui, Korn Ferry, c'est 63% des organisations qui utilisent déjà l'IA pour soutenir le développement de leurs talents. Et du coup, le dernier, sur une enquête de Mercier, c'est 83% des employés souhaitent que leur entreprise utilise l'IA pour personnaliser leur développement professionnel. Donc, il y a un vrai besoin, une vraie demande, même de la part des collaborateurs. J'ai pris ici l'exemple de SAP, qui utilise effectivement, alors qui développe en interne et qui une des entreprises leaders dans le secteur des logiciels d'entreprise et qui utilise du coup l'IA pour la gestion de ses talents. Et là, l'objectif, c'est d'identifier donc les compétences de ses collaborateurs et les associer potentiellement à toutes les opportunités qu'il peut y avoir en interne. Donc effectivement, ça a permis de réduire de 20% le taux de rotation. SAP, en fait, a utilisé une approche un peu proactive de cette gestion des talents. L'objectif, c'était vraiment d'analyser à la fois les compétences. Donc, l'IA va prendre toutes les compétences des collaborateurs. Elle va aussi analyser les performances passées, les aspirations professionnelles de chaque employé. Donc, tous les fameux entretiens annuels ou autres sont analysés aussi par l'IA. D'où l'importance de bien faire ces entretiens annuels et d'avoir un vrai objectif quand on fait ce genre de choses. Elle va prendre en compte aussi des données comme les projets qui sont réussis, les certifications que les collaborateurs ont passées, les retours potentiellement des superviseurs ou des managers. Donc voilà, ça demande toujours une vraie implication de l'ensemble des équipes, de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble des managers pour que toutes les données soient bien remplies correctement pour que l'IA puisse analyser tout ça et puisse du coup déceler et faire des recommandations pour le coup personnalisées sur la base de toute cette analyse. Donc l'IA va générer les recos pour chaque employé. Donc si toute l'analyse du dessus des compétences a bien été réalisée, ces recommandations, elles vont pouvoir inclure quoi ? Des formations, des projets spécifiques, potentiellement une évolution aussi vers des postes en interne qui correspondent aux compétences et aux aspirations des collaborateurs et auxquelles peut-être le collaborateur ou le manager n'aurait pas pensé. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, si je peux faire évoluer dans l'entreprise mon collaborateur, peut-être que ça va éviter que mon collaborateur ait envie d'aller évoluer en externe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on entend très souvent les gens dire, j'ai fait le tour de mon poste, j'ai commencé à m'ennuyer, donc je suis partie ailleurs.
Si là, l'entreprise prend en main que aujourd'hui, dès le départ, elle sait qu'elle a un collaborateur qui a du talent, qui est bon dans ce qu'il fait, il se sent bien dans la boîte, mais qui commence à s'ennuyer parce que ça fait un petit moment qu'il fait tout le temps la même chose, et ben là, l'IA, même si normalement l'humain devrait le déceler, l'IA va pouvoir arriver à temps et lui dire, bah, OK, dans l'entreprise, je sais que vous bossez sur tel et tel projet, donc normalement, si vous proposez ce projet ou l'ensemble de ces projets aux collaborateurs, ça va lui donner envie de rester. Donc ça veut dire qu'on va prolonger la durée de vie de cette ressource humaine au profit de l'entreprise, et ça va éviter la gestion du départ, la démotivation des équipes, le lancement d'un nouveau recrutement, le lancement peut-être d'un nouveau recrutement raté, la perte de données, peut-être une perte financière. Enfin, ça va éviter énormément de choses. Donc plus ces recommandations personnalisées vont être bien travaillées aussi en amont grâce à l'analyse, plus justement on va pouvoir faciliter le développement de carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le collaborateur, quand il rentre dans une entreprise, c'est un peu réinventer, entre guillemets, les entreprises autrefois où on passait notre vie dans une même boîte. Se dire, bah, aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est aussi pouvoir évoluer, changer de métier, changer d'activité. Ben, on peut essayer de faire en sorte que ça se passe au sein de l'entreprise. Quand on est, alors c'est facile, entre guillemets, quand c'est un grand groupe, on peut les faire bouger peut-être d'une filiale à une autre, d'un métier vers un autre. Quand c'est dans une TPE, une PME, c'est un peu plus compliqué, mais on peut peut-être envisager des nouveaux projets, une autre manière, un changement de rôle et de position dans l'entreprise qui va donner envie aux collaborateurs de rester et à nouveau de partager l'ensemble de ses compétences avec l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de renforcer la fidélité des collaborateurs et de réduire vraiment ce besoin de recrutement externe. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de pénurie de talents, et à chaque fois, je leur dis, mais si ça se trouve, vos talents, vous les avez en interne. Donc, voyez comment on peut améliorer, aménager les projets, les équipes, pour justement leur donner envie de rester et leur donner envie d'évoluer et de grandir au sein de l'entreprise. C'est ce que recherchent les gens la plupart du temps, c'est vraiment comment je peux évoluer et grandir. Bon, bah, soit ils vont ailleurs, soit ils peuvent rester dans l'entreprise. Et là, SAP, effectivement, c'est 20% de réduction du taux de rotation. Donc, ça veut dire moins de coûts liés au recrutement, moins de coûts liés à la formation des nouveaux employés. L'objectif, c'est de maintenir aussi la main-d'œuvre compétente et expérimentée, faire en sorte que tous ces talents et toutes ces connaissances ne partent pas ailleurs. Et ça a forcément un impact sur la satisfaction des collaborateurs qui se disent qu'ils se sentent forcément soutenus et écoutés par l'entreprise, et qu'à chaque fois, on leur fait des propositions qui correspondent à leurs envies, à leurs objectifs de développement tant personnel que professionnel. Et donc ça, c'est clairement un des enjeux qu'a réussi SAP assez facilement. Et que d'autres entreprises peuvent aussi utiliser et s'inspirer. L'image se décale toujours, Geneviève, pour vous? Parce que moi, elle est bien centrée. Là, c'est bien. Ouais, là, c'est bon. J'ai dû faire un zoom sans faire exprès sur mon écran avec ma souris. Donc, normalement, c'est tout bon. Ok, top. Comment, du coup, éviter les biais? Parce qu'on en parle quand même beaucoup dans les systèmes d'IA utilisés dans la gestion des talents. J'ai mis 100, mais c'est dans les systèmes d'IA. Parce qu'effectivement, que ce soit quand on fait des recommandations personnalisées, quand on veut faire du développement de carrière, si on veut garantir un process équitable et non discriminatoire, il va falloir travailler certaines pratiques pour minimiser énormément de biais. Donc là, très clairement, c'est quoi? C'est diversifier les données d'entraînement. Comme je vous disais tout à l'heure, on va entraîner la machine à toujours mieux analyser, à toujours mieux comprendre. Donc ça veut dire que les données d'entraînement utilisées pour développer le modèle d'IA, vont être diverses, vont être diversifiées, vont représenter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et pas juste une partie. Donc, ça va être une diversité en termes de genre, parce que c'est là-dessus qu'on avait quand même beaucoup de problèmes à un moment donné, de race, d'âge, de formation, d'expérience. Tout ce qui peut être mis dans la matrice doit être mis dans la matrice. Même si l'humain, lui, rêve d'avoir toujours leur bac plus 18 pour faire plein de choses, il faut envisager toutes les données qui ont permis la réussite de projet. Et donc, plus les données vont être variées, moins il va y avoir de groupes qui vont être facilités ou favorisés par rapport à d'autres. Donc, c'est ça aussi qui va être important. La supervision humaine,
Comme je disais, à un moment donné, il y a forcément besoin d'une supervision d'un humain, d'un professionnel RH ou autre, pour vérifier que, et examiner aussi, que toutes les recommandations qui sont générées par l'IA, ce ne soit pas biaisé ou discriminant, et que ça corresponde aussi aux objectifs de l'entreprise, aux possibilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut même aussi rentrer dans la matrice si on a des collaborateurs qui ont un handicap, eh bien, on ne peut pas leur proposer peut-être tout type de projet. Il y a peut-être des choses qu'ils ne vont pas être en capacité de faire. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. On peut aussi rentrer des données qui sont liées aussi à l'environnement personnel. Si vous avez un collaborateur, je ne sais pas moi, c'est une maman ou un papa qui est célibataire avec des enfants, eh bien, à un moment donné, si on lui propose un job où il doit faire des horaires de dingue, les 3-8 ou je ne sais pas quoi, ben, ce n'est pas possible non plus. Donc, il y a aussi certaines données personnel qu'il va falloir rentrer dans la matrice et que l'humain va devoir superviser pour s'assurer que les données d'entraînement soient toujours les plus justes et les plus cohérentes. Il y a ce côté transparence et compréhension de la machine qui sont aussi très importants, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, beaucoup de personnes ont quand même très peur et tout de suite voient ça comme étant le diable incarné. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, pour que l'IA puisse être compris par tous, il faut que ce soit explicable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour comprendre le modèle et ses décisions, ce n'est pas forcément toujours évident. Les modèles sont des fois un petit peu opaques, c'est des fois un peu compliqué d'arriver à mettre des mots sur ce que fait la machine. Et donc ça va être aussi important d'informer les collaborateurs sur la manière dont l'IA est utilisée dans l'entreprise, que ce soit pour le recrutement, la gestion de talent ou la formation, peu importe. Potentiellement, si c'est en recrutement, c'est aussi expliquer aux candidats qui postulent comment la machine va être utilisée, comment l'IA va être utilisée. Et c'est s'assurer que aussi tout le monde comprenne en fait que les décisions elles sont pas prises de manière arbitraire, qu'il y a des critères, qu'il y a une certaine manière d'agir et qu'il y a toujours quelqu'un, donc il y a toujours cette supervision humaine qui est là pour au besoin faire une rétropédalade pour si jamais il y a un souci, s'il y a une erreur ou quoi que ce soit. Donc plus on va être transparent et plus on va dire les choses et plus les gens vont mieux les comprendre et mieux les intégrer dans leur quotidien pour travailler. L'évaluation continue, oui, parce que on va forcément surveiller en permanence les performances de l'IA pour être sûr que ce soit toujours juste et pour vérifier qu'il n'y a pas des problèmes, que s'il y a des problèmes, il faut qu'ils soient identifiés, il faut tout de suite apporter des ajustements au modèle et aux données, donc c'est relancer des données d'entraînement. La collecte de données éthiques, on va en reparler juste après, mais effectivement, c'est lorsqu'on va collecter des informations sur que ce soit les performances passées des collaborateurs, les aspirations professionnelles, mais il va falloir aussi se dire comment je fais pour poser des questions qui pourraient introduire des biais. Donc, c'est comment, moi, en tant qu'humain, je fais attention à ma manière d'entraîner ma machine pour qu'elle aussi ne soit pas totalement biaisée. Donc, normalement, on ne devrait pas poser de questions sur la situation familiale, la religion ou d'autres caractéristiques personnelles. Mais après, selon l'évolution de carrière ou selon les possibilités de l'entreprise, il y a peut-être des questions qu'on a besoin de poser. Donc, la question, c'est comment on peut les poser sans être hors la loi. Ça soulève forcément plein de questions. Et puis après, ça va former des modèles, du coup, d'IA sur des objectifs d'équité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir inclure, au fur et à mesure de la réduction de biais, comme étant un objectif clairement explicité à la machine pendant ses entraînements. On va lui dire, voilà, tu vas continuer à apprendre, continuer à réduire tel type de biais parce que il se peut qu'il y en ait dès le départ. Pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir des équipes qui sont ultra diversifiées. C'est-à-dire que plus on a des équipes techniques dans le développement et la supervision des systèmes d'IA qui sont diverses, plus ce sera facile d'avoir du coup chacun une perspective différente et on va pouvoir atténuer les biais parce que tout le monde aura une vision un peu différente de la chose et donc tout le monde va pouvoir amener un point de vue différent et tout ça mixé va permettre de se dire ok, l'équipe diversifiée permet d'éviter un certain nombre de biais. Donc tout ça, alors il en existe d'autres, mais c'est les premiers éléments qu'une entreprise peut mettre en place si elle décide, encore une fois, elle-même de développer un outil d'IA pour la gestion de talent. Si vous utilisez des outils déjà existants, forcément, c'est plus facile. Après, à vous de challenger aussi les concepteurs des logiciels que vous utilisez pour vous assurer
est-ce qu'ils ont, comment ils travaillent leurs données d'entraînement, comment ils font de la supervision, qui sont les personnes membres de leur équipe pour vérifier qu'elles sont bien issues de la diversité et de points de vue et de formation différents. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi challenger les équipes quand vous faites appel à un fournisseur pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est en tout cas le plus important. Pour vous aider, je vous ai mis quelques noms de logiciels qui proposent des solutions de gestion de talent. Alors, c'est vraiment quelques-uns. On a Workday qui propose des solutions de gestion de talent qui intègrent l'IA pour les entreprises qui veulent identifier justement les compétences clés de leurs collaborateurs. On a Oracle qui propose aussi des solutions de gestion de talent. Oracle qui va du coup aussi analyser les compétences, l'apprentissage personnalisé, donc toutes les formations que la personne va faire. Et qui potentiellement va aussi gérer les talents en fin de carrière, donc un peu toute la relève, toute la partie offboarding, pour envoyer des signaux au service RH en disant attention, tel candidat arrive peut-être en fin de carrière, il va falloir prévoir la transmission de connaissances et peut-être un nouveau recrutement. On a Cornerstone, pareil, solution de gestion de talent. Toujours pareil pour compétences, formation, optimisation de performance. On a IBM forcément qui a sa solution de gestion de talent. On a Saba aussi et Bamboo HR qui propose aussi ce genre de choses. N'hésitez pas, parce que le paysage des logiciels RH, ça évolue très vite. Donc, n'hésitez pas à faire plein de recherches, à faire appel à votre réseau pour savoir quel type de logiciel ils utilisent, s'ils en sont contents ou pas, quelles sont les choses qu'ils aimeraient améliorer avec leur outil. Et au besoin, je vous donne rendez-vous au HR Technology qui a lieu à Paris le 24 et 25 janvier. Je tiendrai une table ronde sur le sujet des nouvelles technologies, mais n'hésitez pas à prendre vos places et à venir découvrir du coup plein de solutions tech avec de l'IA ou pas que, mais ça peut être aussi intéressant d'aller faire un peu votre marché pour aller découvrir plein de nouveaux outils qui existent. Alors, je vois les petits messages, excusez-moi, en retard. Faut surtout pas dépasser du moule créé par des opérateurs qui ne veulent surtout pas prendre des risques. Tout dépend, en fait. À un moment donné, c'est aussi l'intérêt, si on a des équipes RH qui sont diversifiées et qui comprennent, ça part toujours de l'humain quand on utilise de l'IA. On dit souvent que l'erreur entre la chaise et la machine, c'est la personne qui se trouve entre. Donc, c'est l'humain, encore plus en cybersécurité. Mais en fait, c'est si les équipes RH et les équipes de la direction, parce qu'il faut aussi que ça vienne de la direction pour valider ce genre de choses, qu'à un moment donné, on s'intéresse au parcours passé et actuel des collaborateurs et qu'on observe vraiment que les parcours qui réussissent le mieux dans l'entreprise, voilà les profils types. Maintenant, prendre des risques, ça va être des risques calculés par la machine. C'est-à-dire que si on a déjà eu des collaborateurs qui n'avaient pas le niveau de formation requis, ne venaient pas du même secteur d'activité, mais étaient capables de faire le job, l'IA va l'intégrer et va proposer ce type de candidat au RH. Après, si les RH ne veulent pas suivre les recommandations de la machine, on est toujours sur ce même problématique. À un moment donné, de toute manière, si une entreprise décide de discriminer, qu'elle le fasse avec son IA ou qu'elle le fasse avec un humain avant, pendant ou après l'entretien, il y aura toujours une possibilité de discriminer. Ça, malheureusement, on ne peut pas le supprimer d'instinct. Ce qu'il faudrait, j'avais lancé la boutade un jour comme ça, c'est qu'en fait, ce soit une machine qui vous recrute, qui vous fasse signer votre contrat de travail et que votre entreprise ne vous découvre que le jour J, vous arrivez dans l'entreprise. Bon, il y a toujours le problème de la période d'essai qu'on peut casser, mais voilà. Si on ne veut pas d'erreur humaine ou de biais, c'est quand même très compliqué. Ou alors, voilà, il faut que vous fassiez toute votre période d'essai sans voir les équipes. C'est aussi compliqué. Mais voilà, après, c'est de la sensibilisation et c'est de la formation. Je milite énormément là-dessus pour faire en sorte qu'on ouvre un peu le prisme quand on recrute une personne. Il y a des enquêtes qui ont démontré très souvent que un collaborateur qui venait d'un autre secteur d'activité était bien plus performant et engagé qu'un collaborateur issu du même secteur d'activité, parce que justement, il a envie de prouver qu'il en est capable, et donc il va se donner à 10 000 %. Donc voilà, mais encore faut-il avoir en face des personnes qui ont envie
de laisser ce champ des possibles. C'est toujours l'humain, toujours. Hein. C'est ce qui rend la partie RH passionnante de manière générale. Troisième partie, sur la partie formation personnalisée, comment l'IA peut vous proposer une formation personnalisée. Je vous propose 2 chiffres. Selon une enquête d'IBM, combien d'employés estiment qu'ils n'obtiennent pas la formation dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de leur poste. L'IA peut contribuer à combler cette lacune en fournissant une formation adaptée. Est-ce que c'est d'après vous 4 fois plus d'employés estiment qu'ils n'obtiennent pas la formation, ou est-ce que c'est 80% des employés qui estiment? À vous les studios pour voter. On est sur 4 fois plus ou 84%. Alors, nos premiers votants me disent 84%. 2 votants à 84. 3, tout le monde me met 84. Ok, bah effectivement, on est sur l'enquête d'IBM, on est à 84% des employés qui estiment qu'ils n'obtiennent pas la formation dont ils ont besoin pour répondre aux exigences de leur poste. Et c'est dire, ça renvoie du coup à la gestion des talents et à la manière dont l'IA peut être utilisée pour vraiment améliorer ça. La formation en continu, pareil, c'est un autre de mes chevals de bataille, mais c'est-à-dire que c'est ultra important de se former tout au long de sa vie. Il ne faut pas forcément attendre que l'État ou l'entreprise vous paye des formations, mais en même temps, c'est se dire, OK, quand l'entreprise est censée le gérer, elle le fait de manière trop tardive. Et effectivement, sur la deuxième enquête, une étude de Deloitte a révélé que les entreprises qui utilisent l'IA pour la formation et le développement des employés sont 4 fois plus susceptibles d'améliorer leur rentabilité que celles qui ne le font pas, ce qui est quand même un chiffre assez fou, je trouve. Et là, pour accompagner cet exemple, je vous ai pris l'exemple de Netflix, qui est une entreprise de divertissement en streaming, qui a adopté l'IA pour vraiment personnaliser la formation de ses collaborateurs. Et ça a entraîné, comme je vous disais au tout début, une augmentation de 15% de la productivité, qui est quand même assez impressionnante. On sait que Netflix, ils sont quand même assez connus pour leur culture d'innovation. Et cette utilisation de l'IA fonctionne assez bien. Ils font de l'analyse, du coup, du comportement d'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que l'IA va analyser comment chaque collaborateur apprend. Elle prend en compte le type de contenu qu'il préfère, la vitesse à laquelle il assimile les nouvelles informations, les domaines où ils ont besoin de renforcer leurs compétences. Donc, je trouve ça assez fou. Ensuite, il y a une recommandation des formations, donc comme on faisait un peu pour la gestion des talents. En fonction de cette analyse, l'IA va générer des recommandations sur mesure. Elle peut suggérer des cours, des modules, des ressources spécifiques, en fonction de vraiment des besoins individuels. C'est-à-dire que souvent, on va envoyer un service anti-information, là, c'est vraiment personnalisé. Et forcément, ça fait des formations qui sont beaucoup plus efficaces et pertinentes parce que le collaborateur sait qu'il va acquérir vraiment une compétence plus vite et qu'il va pouvoir la mettre en application rapidement dans son travail. Et ça, c'est ce qui permet vraiment d'avoir un impact significatif chez Netflix en termes de productivité, en termes de qualité aussi de production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la formation, comme elle est personnalisée, le collaborateur se dit que ce qui a été produit, en tout cas ce qu'il a pu suivre comme formation est forcément de meilleure qualité parce que ça correspond véritablement à ses enjeux et que grâce à ça, il va pouvoir relever tous les défis créatifs ou techniques que lui demande la marque. Et comme forcément, on a des collaborateurs qui sont plus performants, qui font des choses de meilleure qualité et donc qui sont forcément plus heureux, ça va se voir à travers la satisfaction client, c'est-à-dire que le travail qui est produit est de meilleure qualité et donc le client s'en rend compte et ce qui lui permet forcément de garder sa position assez prédominante sur le marché. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant avec Netflix, c'est que du coup, ils ont utilisé à la fois le côté, comme je vous disais, d'IA et de AA, les fameux deux systèmes, parce que pour la personnalisation de la formation chez Netflix, ils ont utilisé surtout des algorithmes d'apprentissage automatique, donc les AA, plutôt que juste d'intelligence artificielle, donc IA, on va dire au sens traditionnel. Les systèmes en fait de recommandation de formation sont vraiment basés sur l'apprentissage automatique.
C'est une sous-discipline de l'IA, mais en fait, ça permet vraiment d'analyser les données sur les habitudes d'apprentissage, sur leurs préférences, sur les performances passées, sur toutes les informations pertinentes, toujours que l'humain a décidé de rendre pertinent pour l'analyse. Et à chaque fois, l'algorithme va continuer d'apprendre. Lui-même, il apprend en apprenant. Et en fonction de ces données, ça va générer des recommandations donc pour chaque collaborateur. Et à chaque fois, il continue. S'il se rend compte que ça permet d'augmenter ou de baisser, ou il y a quelque chose qui ne va pas, à chaque fois, il va encore améliorer. Et donc, c'est ça qui rend la chose assez passionnante chez Netflix. Et ce qui est... On l'a tous vu sur Netflix, c'est-à-dire qu'il utilise principalement ces algorithmes donc de AA plutôt que d'IA, mais il le fait aussi pour la recommandation du contenu que vous regardez peut-être sur Netflix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système de recommandation Netflix, il est aussi basé sur votre apprentissage automatique. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Netflix, il va analyser vos données de visionnage, il va regarder les films, les séries que vous avez regardées, la durée de visionnage, est-ce que vous l'avez regardé en une fois, en plusieurs fois, est-ce que la série, vous l'avez mangée en un week-end ou est-ce que ça fait 6 mois que vous êtes dessus. Il va analyser les évaluations, vous savez, les petits pouces qu'on met dessus, si on a aimé ou pas aimé, tous les comportements de visionnage possibles et inimaginables, il va les analyser. Et à partir de ces données, va pouvoir prédire que vous avez une préférence pour tel type de contenu qui correspond à vos goûts. Donc à chaque fois, l'IA va vous proposer, enfin le AA du coup de Netflix, va vous proposer du contenu de plus en plus adapté. Donc en fait, Netflix, qui l'utilise pour ses utilisateurs, l'utilise assez logiquement aussi pour ses collaborateurs avec tous ces algorithmes d'apprentissage automatisés pour aider, que ce soit le collaborateur ou l'utilisateur, à découvrir, à apprendre et à être plus engagé et plus impliqué. Donc ça, c'est aussi qui est passionnant, ce qui nécessite toujours une supervision humaine malgré tout, parce que si la machine continue à apprendre toute seule, il faut aussi pouvoir l'analyser et de plus en plus. Alors vous me dites que l'image est encore décalée. Zut. Moi je le vois bien chez moi, donc n'hésitez pas à me dire si... Ça y est, ok. C'est peut-être juste sur certains passages. Je check l'heure. Je suis bavarde. Les défis à relever. Parce que forcément, lorsqu'on explore un peu toutes ces possibilités offertes par l'IA, on se rend compte que ça demande beaucoup de réflexion, que ce soit autour des biais, autour de la confidentialité aussi, de la sécurité des données. C'est vraiment les éléments qui sont importants. Donc, le premier élément que j'ai envie de mettre en avant, c'est les biais et l'éthique. Parce que on a forcément plein de préoccupations autour de ces sujets. L'IA, il peut être biaisé si les données d'entraînement utilisées pour développer le modèle est lui-même biaisé. Donc, comment on fait pour essayer d'éviter ça? Moi, j'ai surtout voulu vous mettre en avant les quelques exemples où il y a eu des loupés. Hop, je vous les mets là. Les premiers loupés, on a eu Unilever et Amazon en 2017 et 2018. En 2017, on a eu donc Unilever qui a utilisé un algorithme d'IA pour trier les CV des candidats dans son process de recrutement. Sauf que l'IA, et Amazon a eu le même problème, avait un biais de genre qui a favorisé les candidats qui étaient masculins au détriment des candidates féminines. Donc voilà, ça a forcément eu une controverse énorme. Je crois que depuis, ils l'ont supprimé ou ils l'ont modifié. Et pareil pour Amazon en 2018. Ils ont eu cette même problématique où il y a eu à un moment donné, l'IA a analysé majoritairement par rapport à leur historique de recrutement, analysé majoritairement des CV masculins parce que ils recevaient majoritairement des CV masculins. Donc en fait, on a fourni à l'IA les données historiques que l'entreprise avait, sauf que comme elles étaient majoritairement masculines, l'IA a considéré que les meilleurs profils étaient majoritairement masculins. Et donc, c'est l'IA qui a développé un biais en faveur des candidats masculins lors de l'analyse des CV. Comme l'IA n'avait pas l'habitude d'analyser des CV féminins, et du coup, quand il envoyait un, il estimait que ce n'était pas un CV pertinent.
Donc pareil, l'idée c'est que derrière toujours ce côté humain d'aller vérifier tous les mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer qu'il n'y a pas ces problèmes de biais. On a eu Goldman Sachs en 2019 qui a été critiqué pour les biais de genre présumés avec son algorithme. C'était un algorithme qui évaluait les demandes de crédit pour la carte Apple Card. Et forcément, ça a soulevé plein d'inquiétudes sur l'équité dans l'accès au crédit basé sur le genre aussi. C'était principalement masculin. À Berkeley, c'était quoi? C'était je check, 2018. Pareil, des biais sur tout son système d'admission basé sur l'IA, c'est-à-dire que les candidats afro-américains et hispaniques étaient désavantagés par rapport aux candidats asiatiques et blancs. Et ça a forcément suscité des débats sur la discrimination dans les admissions, parce qu'on se sont rendu compte que finalement, la diversité n'était pas très présente à Berkeley. On a eu au Canada, en 2020, le cas de la ville de Toronto et de l'entreprise Sidewalk. C'est une filiale d'Alphabet, donc société mère de Google, qui avait proposé de développer tout un quartier intelligent à Toronto. On se dit, dans l'idée, plutôt pas mal. Sauf que l'une de leurs propositions incluait l'utilisation de l'IA pour justement gérer le recrutement et la gestion des employés du quartier. Sauf que ce projet, à un moment donné, on s'est dit, mais oui, mais pour gérer ce projet, alors toute l'inquiétude qui a été soulevée au Canada à ce moment-là, c'était sur la surveillance excessive des employés et la possibilité de discriminer dans les décisions de recrutement basées sur des critères assez opaques. C'est-à-dire que l'entreprise utilisait de l'IA, mais on ne savait pas quels étaient véritablement les critères qu'elle utilisait pour recruter. Tout à l'heure, je vous parlais de transparence, c'est-à-dire qu'on doit être capable d'expliquer aux candidats et aux employés sur quel type de critères on les a sélectionnés avec de l'IA. Là, c'était assez opaque. Et donc, forcément, le côté confidentialité et éthique a fait que le projet a été annulé assez rapidement dans l'année carrément en cours, je crois. La dernière affaire, il y en a eu d'autres forcément, c'était celle de l'affaire l'intelligence vocationnelle d'une start-up en France en 2021, qui en fait avait développé un outil pour aider les entreprises à évaluer les candidats lors des entretiens vidéo. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais d'un peu de le côté synergologie, où on évaluait les expressions faciales, le ton, la voix, enfin tous les signaux un peu aussi non-verbaux. Et forcément, ça a suscité plein de critiques en raison des préoccupations, notamment sur l'invasion dans la vie privée et la possibilité de biais dans les évaluations. Et c'est surtout que l'IA, en analysant le visage, le côté le côté synergologique du visage, ça pouvait aussi pénaliser des candidats qui ont peut-être des traits faciaux ou des expressions non conformes aux normes culturelles ou sociales qu'analysait le robot. Donc, c'est aussi se dire, tiens, dans les profils qu'on donne toujours pour l'entraînement du robot, est-ce qu'on fait en sorte d'avoir une diversité culturelle et sociale pour être sûr que l'on a la représentation d'un maximum de personnes? Parce que si effectivement au départ on donne que, je sais pas moi, je veux dire un visage blanc ou un visage noir au robot, mais qu'on lui donne pas d'autres types de visages, ça peut être, je vais pas dire une bêtise, mais une personne qui a eu un accident de la route, qui a perdu un œil, une personne qui a une maladie qui fait que la moitié du visage est paralysée, du coup, l'IA va pas analyser les choses comme il faut. Elle va se dire qu'il y a un problème au niveau du visage. Donc, elle va éliminer le candidat du processus de recrutement, alors qu'en fait, c'est peut-être une maladie, une déformation, un accident qui a provoqué que la lecture ne peut pas se faire de manière classique comme pour tout le monde. Donc ça aussi, c'est l'utilisation de l'IA pour évaluer des candidats en se basant que sur des critères entre guillemets subjectifs, c'est-à-dire du visage, ce n'était pas suffisant et donc la start-up a laissé tomber ce genre de choses. Hop. Les biais de données d'entraînement, bon, ça, on en avait parlé assez rapidement sur le fait que l'IA, il faut faire attention que ces données identifiées puissent être corrigées assez régulièrement. On a parlé de l'éthique et de la conformité, notamment aussi sur la partie RGPD en Europe, qui est aussi important, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que tout le monde respecte cette conformité. Le transfert de responsabilité, oui, on peut aussi déterminer s'il y a des erreurs ou de la discrimination, qui est responsable. Est-ce que c'est l'IA qui est responsable? Est-ce que c'est l'humain qui est derrière? Il y a aussi ce genre de
de questions qui peut se poser. La formation, indispensable. Former les équipes RH, former les collaborateurs, former les managers, former la direction aux défis liés à la technologie. Et former les candidats que vous allez rencontrer, forcément, leur expliquer qu'ils ne doivent pas s'inquiéter s'ils doivent passer par une analyse d'IA. Encore faut-elle qu'elle soit transparente. Et, enfin, voilà, vous connaissez le laïus que je vous ai fait depuis le début. La surveillance et l'audit, c'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait quand même une vérification à la fois humaine et éthique de l'ensemble du process qui est mis en place. Ça, c'est toujours dans l'idée, si vous développez vous-même votre propre IA en interne, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur et au besoin qu'il y ait une correction qui soit faite assez rapidement. La responsabilité sociale et éthique dans l'utilisation de l'IA en RH, en termes d'équité et de diversité, c'est aussi une question qui peut se poser. Parce que on peut se dire, est-ce que tout le monde est vraiment bien représenté quand on utilise une IA? Donc c'est d'où l'importance toujours de comment on va entraîner la machine, quelles sont les données qu'on va mettre à l'intérieur. Ça, c'est l'humain qui va le décider. Donc c'est comment l'humain fait en sorte de ne pas être biaisé par tous ces éléments. Sur la partie confidentialité et sécurité des données, ce qui est important, c'est qu'en 2021, le piratage de données a coûté en moyenne 4,44 millions de dollars aux entreprises, d'où l'importance de cette sécurité RH. C'est se dire, OK, comment on va gérer ces données sensibles, toutes les informations personnelles des employés, les dossiers de paie, les évaluations de performance sont des données sensibles. Et c'est se dire, OK, comment on peut investir dans des systèmes de sécurité ultra robustes, que ce soit de la cryptographie ou autre, l'authentification à 2 facteurs, enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être mises en place, qui sont importantes aussi à mettre en évidence quand on utilise de l'IA, parce que forcément c'est essentiel. La partie cyberattaque et système de données quand on utilise de l'IA aussi, c'est passer par de la formation potentiellement, former les collaborateurs, les employés sur la sécurité des données et sur la sensibilité aux risques de sécurité informatique. C'est l'humain qui cause la vulnérabilité du système informatique. Donc, c'est de la formation en continu. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est si jamais c'est pas vous qui développez le logiciel, mais que vous passez par un fournisseur, c'est aussi de questionner, d'auditer et de vérifier les données gérées par vos fournisseurs, comment elles sont traitées, comment elles sont sécurisées, qu'est-ce qu'ils en font, avec quelle autre entreprise ils travaillent, avec quelle autre entreprise ils collaborent, où est-ce que vos données sont stockées. Enfin voilà, c'est des questions auxquelles il faut effectivement faire très attention quand on a des fournisseurs externes. Ça fait beaucoup d'éléments que je vous partage. Quelle est la méthodologie employée, me demande Cyril, pour la détermination des responsabilités? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de méthodologie bien définie parce qu'elle est un peu propre et qu'il n'y a pas encore, enfin, j'ai pas lu de cas, en tout cas, dans les médias là-dessus pour savoir si le robot pouvait être responsable ou si c'était l'humain et qui est l'humain responsable, si c'est l'entreprise, si c'est le RH, si c'est le tech. Ça va soulever des questions, hein. De toute manière, à un moment donné, ça soulèvera nécessairement des questions. Ça, c'est ça peut faire l'objet d'ailleurs d'une table ronde très intéressante qu'on pourrait proposer prochainement. Comment on peut mettre en œuvre l'IA en RH assez succinctement? C'est collecter des données de qualité. Vous allez me dire, Amélie, c'est logique, tu n'arrêtes pas de nous dire qu'il faut faire attention aux données qu'on collecte. Oui, parce que votre système RH, il va recueillir et stocker des données. Plus vos données sont fiables, plus elles sont bien remplies, plus elles sont à jour, plus votre IA va être performant. Choisir le bon outil, oui, parce qu'il y a tellement d'outils RH que c'est pas forcément toujours évident de choisir une plateforme par rapport à une autre. Donc c'est vraiment se poser la question de, c'est pas quel est l'outil le plus à la mode, mais c'est quel est l'outil dont j'ai vraiment besoin en fait, lequel va me faire gagner du temps et donc de l'argent. C'est pas lequel est le plus in, c'est vraiment lequel me fait gagner du temps et lequel dont j'ai besoin. Est-ce que c'est vraiment important? Former le personnel, ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois, sur l'importance de comprendre la machine, d'investir donc du coup dans de la formation, mais de comprendre le côté éthique, le côté aussi
sécurité informatique pour que tout le monde soit à l'aise avec la technologie. Surveiller en continu, comme je disais, c'est un process de qualité non-stop pour pouvoir corriger les erreurs, pour pouvoir ajuster les modèles, s'assurer que toutes les données qu'on fournit à l'IA sont toujours à jour et que ce n'est pas des données qui datent de Mathusalem. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc, on a toujours besoin de ce fameux humain pour y arriver. Ce qui va faire que ça fonctionne, c'est clairement l'engagement de la direction. Si je prends l'exemple de Microsoft, forcément la direction envers l'IA était un choix évident pour eux. Donc le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a forcément joué un rôle ultra important dans cette transfo de l'entreprise. Et c'est vraiment sous sa direction que Microsoft a développé plein d'outils avec de l'IA. Et c'est parce que c'est la direction qui a décidé d'y aller que Microsoft y est allé. Donc ça, c'est vraiment, si votre direction n'est pas pour, ça va être compliqué. IBM, pareil, la formation des équipes, pour eux, a investi énormément de temps et d'argent pour former les équipes, pour expliquer aux équipes comment comprendre les données, comment les analyser, comment arriver à développer ce genre de choses au sein de l'entreprise. Et donc, il y a eu un gros programme de formation interne pour les équipes, à la fois RH, pour qu'elles puissent se familiariser avec l'utilisation de l'IA, que ce soit déjà dans le recrutement. Et en fait, les recruteurs d'IBM sont vraiment devenus beaucoup plus compétents dans le recrutement et ont vraiment compris les enjeux de se faire accompagner par une IA pour gagner du temps. Et l'exemple de Google pour l'adaptation aux besoins spécifiques, on est vraiment sur aujourd'hui, en termes de besoins en main-d'œuvre, il y avait un vrai besoin de rétention des talents. Google a utilisé des modèles d'IA pour justement analyser toutes les données internes qu'ils avaient et identifier tous les facteurs qui influent sur la rétention de leurs employés. Donc, c'est comment je motive mes collaborateurs à rester dans mon entreprise plutôt que de partir ailleurs. Et ça forcément, ça permet de réduire le taux de rotation, le taux de turnover des entreprises. Donc ça, c'est des éléments qui... toujours se dire quel est mon objectif principal. Est-ce que je veux former? Est-ce que je veux retenir mes talents? Est-ce que je veux des gens plus productifs? Il peut y en avoir plein et c'est comment j'arrive à réunir tout ça dans un outil, un logiciel, une IA ou autre qui va me permettre de répondre à ce besoin. Là, je vais vous le partager en lien. Vous avez sur le site de Licorne Society l'ensemble des startups qui utilisent l'intelligence artificielle. Hop, je vous le mets là dans le chat, comme ça vous l'avez aussi. Surveillance continue, management by control, c'est malheureusement, il y a toujours besoin en fait. Là, c'est manager l'IA en l'occurrence pour vérifier que l'IA utilise bien toutes les données. Il y a aussi le surveillant continu, les équipes pour être sûr que ce qui va alimenter l'IA est bien fait. Ça après, effectivement, ça fait partie du challenge. Du challenge à venir pour l'ensemble des entreprises. Décidément, on n'a pas de bol avec cette presse qui bouge. C'est marrant, moi je la vois toujours bien s'afficher. Je pense que c'est le temps d'adaptation où elle arrive qui peut générer ça. Donc là, voilà, ça vous fait un lien où vous pouvez facilement tout retrouver. Mon petit mot de résumé, c'est vraiment l'IA en RH, ça offre des opportunités inestimables pour améliorer l'efficacité, la productivité et la prise de décision. Mais par contre, effectivement, ça va poser plein de questions liées au biais, à l'éthique, à la sécurité des données. Ça, j'en ai totalement conscience. Et c'est mon côté ultra positif et optimiste qui me dit que, en fait, c'est ça le challenge, c'est se dire, OK, comment on va améliorer tout ça, comment on va tenir compte de tout ça pour vraiment faire les choses correctement avec bon sens. C'est vraiment le mot de la fin. L'IA, c'est bien, mais il faut que ce soit fait avec bon sens, le fameux bon sens paysan, pour que vraiment on arrive à faire les choses utiles et efficaces pour que ce soit pratique et bien pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas juste pour le bien de l'entreprise, mais aussi pour le bien des candidats qui passent par là, pour le bien des futurs candidats, des anciens candidats, enfin voilà, pour que tout le monde y trouve son compte et que ce soit vraiment le plus juste possible. Ma dernière question serait, et vous, comment vous envisagez d'intégrer l'IA dans votre propre stratégie RH pour améliorer la gestion des talents et les performances de votre organisation? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà en interne ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Ce sera, j'ai envie de dire, le mot de la fin. Avant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
J'étais très bavarde. Je me rends compte. J'ai pas arrêté de parler. J'adore ce sujet. Moi, j'ai pas de questions, mais juste une remarque. D'abord, merci pour la présentation, Amélie. C'est très intéressant, surtout sur tous les sujets. Je pense que moi qui ai bougé depuis 3 ans maintenant sur des petites boîtes, donc je passais de grands groupes à petites boîtes. C'est vrai que dans le recrutement, on utilise Bamboo HR, par exemple, donc bon, rien à dire là-dessus. C'est vrai que ça simplifie la vie parce qu'on n'a que une personne en HR chez nous à mi-temps, donc clairement, dès qu'on fait une annonce de poste entre LinkedIn et les autres, elle est, enfin, je dirais, elle est complètement, enfin, elle a besoin de ce filtre. Mais ce que je dis, moi, venant du monde de la tech, c'est que je pense que l'éducation des IA, c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout maîtrisé. Et donc, moi, je le vois du côté anglais, hein, donc je suis en Grande-Bretagne, donc on est plus au cœur du sujet. Je pense qu'en France, toute la partie protection des data est encore plus sensible, en Allemagne aussi d'ailleurs. Mais moi, je vois qu'effectivement, on est dans une espèce de zone grise où on sent que ça va vraiment apporter de la valeur. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même assez... il y a quand même beaucoup de soucis. Donc, tu en as exposé quelques-uns. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont pas dans l'IA. Donc, je suis désolée d'apporter un spin un peu négatif pour finir, mais je pense il y a au moins encore 4 à 5 ans de développement que les jeunes sont en train de mettre en place, ou les data scientists. Moi, dans ma boîte d'avant, on faisait justement de l'éducation de IA, une des priorités stratégiques, et du test IA, par exemple. Et les plus grosses boîtes sont complètement dans le comme on dit chez nous, in the weeds. Donc, ils sont en train de naviguer dans l'espèce de... Ils savent qu'il faut qu'ils y aillent, mais ils imaginaient au départ que ça allait être pour eux un moyen de réduire les coûts. On l'a montré, effectivement, il y a une réduction de temps, c'est sûr, mais les coûts informatiques pour entraîner les IA à faire vraiment ce que le business veut, je pense qu'il n'y a personne qui a une vraie idée de ça. Donc voilà, c'est juste ma petite remarque finale. Pour avoir vu les deux choses, d'avoir vu d'un point de vue recruteur, d'un point de vue candidate et aussi d'un point de vue informatique, c'est un sujet, à mon avis, il y a au moins 5 ans avant que ça se stabilise. Voilà. Je suis totalement d'accord. On est encore, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été créées, faites, il y a encore énormément en termes de marge de progression et d'amélioration. Il y a encore énormément de choses à faire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est sur un marché mondial, donc en fait, tout le monde va se challenger. Et, et du coup, la France n'aura pas le temps d'être en retard. Il faudra qu'elle soit tout de suite alignée sur ce qui se fait ailleurs pour pas être un peu obsolète de son côté. Donc, c'est ça aussi qui va rendre les choses intéressantes, c'est ce challenge international. Et comme tu dis, c'est que tout le monde s'approprie le sujet, qu'il y a effectivement encore énormément de budget, d'investissement à faire pour que ce soit vraiment, à un moment donné, rentabilisé. Mais c'est comme pour toute innovation, hein, c'est qu'à un moment donné, il a fallu mettre beaucoup d'argent sur la table avant que ça devienne rentable assez rapidement pour l'ensemble des entreprises. Je me dis que c'est un sujet que les gouvernements pourraient aussi s'approprier, mais bon, là, on rentre dans un autre débat plus politique. C'était une priorité Macron. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai que la partie langue, par exemple, enfin, nous, on la voit d'un point de vue technique, c'est complètement écrabouillé, puisque maintenant, les IA travaillent dans toutes les langues. Il y a 40, 45 ou 60 langues qui sont vraiment... Donc, en fait, c'est pas un sujet linguistique. Tu fais les mêmes analyses que tu parles en français, en anglais, en allemand, y compris les langues rares. Mais le sujet, c'est plus vraiment l'investissement à faire pour que ce que la machine comprend de ce qu'elle a besoin de comprendre. Les tests montrent que c'est généralement entre 10 et 15% d'erreurs, mais monstrueuses. C'est-à-dire que l'IA comprend l'opposé de ce qu'il faut comprendre. Donc, sur les gens qui mettent ça à des moments aussi cruciaux que le recrutement des talents, etc., ça pose question, c'est tout. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours ce côté de transparence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est reconnaître qu'on utilise de l'IA, qu'il y a peut-être y avoir des problèmes, et que si on détecte des problèmes, on va tout de suite retravailler pour essayer d'ajuster. Et qu'il y a toujours besoin de ce côté humain. À un moment donné, quand j'ai échangé avec d'autres personnes, je me disais, mais oui, mais du coup, si le RH se met à utiliser la machine, ça va tuer le côté humain. Mais je me dis que justement, ça va lui redonner de la force et de la valeur.
Je m'étouffe, tout va bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je meure en direct? Non, je vois pas d'autres questions. Eh ben, Jean, pardon. Eh ben, oups, pardon. Ben, merci à tous en tout cas. Heureusement que j'ai ça qu'à la fin. Merci en tout cas à tous pour ces échanges. Et je pleure, c'est l'émotion de vous quitter. Merci à tous en tout cas pour ces échanges et j'espère que ce sujet vous a passionné autant que moi. Et rendez-vous dans quelques jours ou semaines pour la suite peut-être de ce sujet. Je pense que je vais continuer de l'explorer un peu sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me suivre et avec plaisir pour interagir sur ce sujet en privé si vous le souhaitez. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Goodbye, bye bye. Au revoir, merci beaucoup.